à tous et bienvenue dans Anti-Sèche. Nous mettrons aujourd'hui en lumière la manière de faire de la majolique. Mais qu'est-ce donc que la majolique, me demanderez-vous? Eh bien c'est une technique de faïence espagnole datant de la Renaissance. Inspirée par les techniques héritées des Perses de la seconde moitié du IXe siècle, cette technique de céramique dite lustrée se développe alors en Espagne tout en prenant de nouveaux codes graphiques plus occidentaux. Fort de leur succès auprès des Italiens, elles sont alors exportées en nombre en Italie entre le XIVe et le XVIIe siècle. À la base, la majolique ne désignait que les faïences fabriquées en Espagne qui avaient des reflets métalliques. Principalement importées des îles des Baléares, de l'île de Majorque, le mot majolique apparaît en France autour du XVe siècle et tire son étymologie de l'italien maiolica. De nos jours, la majolique est devenue un terme générique qui regroupe à la fois les faïences hispano-mauresques, les faïences italiennes de la Renaissance ou fabriquées par des Italiens et ou à la manière des Italiens du XIVe et du XVIIe siècle, mais également l'une des premières faïences françaises. Il est d'ailleurs à noter que le mot maiolica en italien est de nos jours synonyme du mot faïence. Passons donc à la technique de la majolique que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est l'une des plus simples à réaliser et donne de très bons résultats. Dans un premier temps, vous devez réaliser vos faïences et les cuire de manière classique. Pour cette démonstration, j'ai utilisé des carreaux de céramique de deux tailles différentes, mais vous pouvez utiliser la forme que vous voulez. Ensuite, vous devez fabriquer une glaçure, autrement dit un émail adapté à votre céramique. Pour mémoire, une faïence cuite à la température prévue pour le grès ressortira complètement fondue. De fait, si vous utilisez de la faïence, prenez un émail faïence, et si vous utilisez du grès, prenez un émail pour le grès, etc. Concernant l'émail à utiliser, vous devez obligatoirement prendre un émail blanc stannifère, qui contient de l'étain donc, et qui est un émail blanc très intense. Il est à noter que si vous cherchez émail stannifère chez les revendeurs sur internet, vous ne trouverez normalement strictement rien. Car, comme dit le proverbe, quand on peut faire simple, autant faire compliqué. Et les revendeurs n'utilisent pas ce terme pour leurs produits, il faut donc les appeler pour avoir la référence chez eux. S'ils n'en ont pas, vous pouvez toujours fabriquer un émail dit blanc de blanc, comme support de décoration. Il vous faudra alors 1 kg d'émail blanc en poudre, que vous devrez mélanger avec un demi-litre d'eau et ajouter 2,5 g d'agent suspensif avant de tamiser le tout pour filtrer les grumeaux. Dans les deux cas, le liquide obtenu devra avoir la consistance d'une pâte à crêpes un peu épaisse. L'application de votre glaçure sur votre faïence cuite devra faire entre 0,5 mm et 1 mm. Elle dépendra de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre faïence, mais également de son épaisseur. Ainsi, l'émail devra être assez légère et fluide pour les faïences assez épaisses, mais plus épaisse pour les faïences plus fines. Dans l'idéal, il faudrait que vous utilisiez un densimètre pour connaître la densité de l'émail, donc l'épaisseur de l'émail en fonction du type d'émaillage que vous souhaitez réaliser. Ainsi, pour un émaillage par trempage, la densité de l'émail devra tourner autour de 1500, et pour les émaillages à l'éponge, la densité idéale devra se situer autour de 1350. Mais évidemment, si vous n'avez pas de densimètre, vous pouvez tout simplement tremper un morceau d'argile cuite dans l'émail. Laissez-le sécher quelques instants, puis grattez-le à un endroit pour en évaluer manuellement la profondeur. Pour mémoire, avant de passer à l'émaillage, il faudra naturellement nettoyer vos pièces avec une éponge et de l'eau savonneuse. Ensuite, il vous faudra le matériel suivant. Votre émail blanc stannifère ou blanc, de petits trépieds pour céramique, une bassine suffisamment grande pour immerger intégralement vos pièces dans l'émail, un pinceau classique, un pinceau à filet type pinceau porcelaine en petit gris mais c'est optionnel, des éponges découpées suivant des formes variées, de même c'est optionnel, tout comme les pochoirs ou la tournette de potier en métal qui tourne facilement. Par contre, vous devrez impérativement avoir de la poudre d'émail classique ou un dépôt d'émail récupéré à l'aide d'une mirette au fond d'un pot, de l'eau, et de l'oxyde de différentes couleurs. Attention, ne prenez pas de pigments, prenez bien des oxydes. Pour mémoire, les couleurs des pigments sont détruites à haute température, contrairement aux oxydes. Préparez votre émail, tamisez-le, mélangez-le et saisissez votre faïence nettoyée et sèche par 2 doigts, puis plongez-la dans l'émail avec un effet de balançoire. Laissez-la plonger quelques secondes, puis ressortez-la de la même manière. Posez-la ensuite sur un petit trépied de métal et laissez-la sécher. Une fois que l'émail est sèche, corrigez les endroits où l'émail ne s'est pas déposé à l'aide d'un pinceau et laissez de nouveau sécher un petit moment. Si vous avez le temps, vous pouvez appliquer un léger fixatif sur votre émail sec. Ce fixatif est très simple à faire, il suffit de mélanger de la gomme arabique avec de l'eau pour qu'elle soit assez liquide, puis de le pulvériser à l'aide d'un vaporisateur à eau.
N'en mettez pas des tonnes, ce n'est pas nécessaire. Laissez le tout sécher une petite demi-heure avant de vous remettre à vos décors. Passons ensuite aux couleurs. Humidifiez l'émail en poudre avec un peu d'eau pour en faire une petite barbotine assez liquide. Choisissez ensuite votre palette d'oxyde, vos couleurs, et mélangez-les à votre émail liquide en rajoutant de l'eau si besoin. Vous devez impérativement apposer une très mince couche d'émail coloré, car si celle-ci était trop épaisse, elle risquerait de mal réagir. Ici par exemple, comme on peut le voir sur l'image, l'émail s'est rétracté de manière aléatoire et en relief à certains endroits, alors qu'il devrait être totalement lisse. Si vous utilisez un fond d'émail, il faudra en mélanger un peu à l'oxyde, puis diluer le tout avec de l'eau. Attention en utilisant les oxydes, c'est comme les pigments, pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir une couleur intense. Ensuite, plusieurs techniques s'offrent à vous. Avec le pinceau, vous pouvez déjà peindre les motifs que vous voulez. Associé à une tournette en fer, vous pouvez également créer des motifs circulaires. Vous pouvez également créer des projections ou des gouttes en secouant votre pinceau, mais également réaliser des empreintes à l'aide d'éponges découpées, utiliser des pochoirs, etc. D'autre part, avant de vous lancer tête baissée, vous pouvez aussi utiliser la technique du poncif pour tracer et mettre au point vos motifs avant de les réappliquer sur vos céramiques. Pour cela, il faut commencer par dessiner sur du papier calque vos motifs, puis perforer le papier à intervalles réguliers à l'aide d'un ustensile adapté, genre ça ou à défaut une aiguille. Puis il vous faudra fabriquer une poncette, c'est-à-dire un petit sac de tissu tout simple qu'il faudra remplir avec de la poudre de charbon ou de la poudre de fusain. Ensuite, appliquez votre calque sur votre faïence émaillée de blanc stannifère, puis utilisez la poncette pour déposer la poudre contenue dedans sur l'émail à travers les trous de votre calque. Vous n'aurez plus ensuite qu'à suivre les traces pour peindre. Pas de panique, la poudre de charbon ou de fusain se désintègre à la cuisson. Il n'y aura donc aucune trace. Vous pouvez également utiliser la technique du cerne-émail. Pour ce qui est de cette technique, nous la verrons dans une prochaine vidéo. Une fois que vous avez terminé vos réalisations, il ne vous reste plus qu'à les laisser sécher, puis à les faire cuire de manière classique. Voilà, j'espère avoir pu vous faire découvrir une nouvelle technique et vous avoir donné envie de l'expérimenter. Comme d'habitude, un petit pouce bleu fait toujours plaisir, et sur ce, n'oubliez pas que pour toute sculpture sans modèle vivant, la clé c'est d'observer, de photographier, puis de sculpter. À la prochaine!